Bonjour à vous qui nous suivez sur Activist TV, bienvenue dans votre émission Entretien avec. Alors aujourd'hui nous recevons deux chercheurs, l'un un politologue, Balan Diakité, chercheur au CRAPES, et l'autre Khalid Baba Damele, économiste chercheur au CRAPES. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors, monsieur Diakité, vous avez écrit un article en commun qui porte sur la thématique le député et la vie politique de la nation. Vous, en tant que politologue, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le rôle et la responsabilité d'un député? Merci pour l'invitation. Effectivement, nous avons écrit l'article ensemble, moi et mon frère et co-chercheur Khalid Damele, qui portait sur la responsabilité et le rôle du député dans la vie politique de la nation. Alors, quand on parle de la responsabilité du député, il faudrait déjà savoir qu'est-ce qu'un député. Notre constitution, qui est la constitution de 1992, définit en fait le député comme étant le membre de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ce sont les membres de l'Assemblée nationale qui sont appelés ou bien qui disposent du titre de député, selon l'article 26 de la Constitution. Maintenant, ces députés, de façon générale, ils ont en fait plusieurs travaux normalement qu'ils doivent faire. Bon, parmi les tâches qui sont dévolues aux députés, on peut effectivement leur classer selon deux tâches principales. La tâche de participation aux travaux législatifs et la tâche de participation aux travaux de contrôle de l'action gouvernementale. Maintenant, les travaux liés à la législation, ce sont tout type de travail qui a un rapport avec l'élaboration de la loi. Donc les députés, à travers les amendements ou à travers des propositions de loi, participent à l'élaboration de la loi. Ce peut être également le cas par rapport aux projets de loi, c'est-à-dire les projets venant de l'exécutif dans le cadre de l'élaboration des lois. Donc ces travaux législatifs se terminent par effectivement un vote que le député est libre d'effectuer. C'est-à-dire que le député vote selon effectivement ses propres assentiments. C'est-à-dire qu'il est indépendant dans ses choix de vote, normalement. Donc le député, il vote et c'est par le vote que le travail législatif prend fin selon un député. Donc ça, c'est la première catégorie du travail d'un député. La seconde, c'est par rapport effectivement au contrôle de l'action gouvernementale. Le député, il a effectivement cette possibilité de contrôler l'action du gouvernement à travers effectivement des interpellations qui peuvent être soit écrites, soit orales, des questions adressées au gouvernement. Le député, il peut également participer à tout travail de commission d'enquête. Dans le cadre d'une commission d'enquête, le député peut prendre part à ce genre de travaux pour contrôler, encore une fois de plus, l'action gouvernementale. Et ce travail de contrôle de l'action gouvernementale peut prendre également la forme de l'évaluation de politiques publiques. Donc le Parlement a effectivement une responsabilité par rapport à l'évaluation des politiques publiques portant sur une action ou une autre du gouvernement. Donc ça, c'est de façon générale ce que l'on peut dire sur le rôle du député. Mais le rôle du député ne se limite pas seulement qu'à cela. Un député, c'est un élu local. Il est élu dans une circonscription ou dans une région. Et dans ce cadre de figure, le député, il est aussi en fait le porte-parole de ces jeux, de ces populations qui l'ont élu. Mais il est aussi, comme la Constitution le prévoit, le représentant de la nation. Donc, en ce sens, le député, il doit être le porte-parole de la population et de la nation tout entière et effectivement refléter dans ses choix la volonté générale du peuple. Donc ça, c'est ce que l'on peut rajouter par rapport aux fonctions ou au rôle du député. Et en tant qu'élu local, le député, il a même la latitude, effectivement, de participer à des manifestations ou à des mouvements dans sa circonscription ou dans sa région. C'est-à-dire que si je suis élu dans une commune ou dans une région en tant
de député, j'ai la possibilité de prendre part à une manifestation dans la région où je suis élu. Donc de façon laconique, voilà ce que l'on peut dire sur le rôle du député. D'accord. Alors, M. Damele, vous êtes chercheur économiste. Au-delà de tout ce que M. Diakité vient de dire sur le rôle et la responsabilité d'un député, quelles sont vos observations par rapport à tout ça? Si nous partons dans les faits, en fait, si nous voulons aller des faits pour venir à ce que lui vient d'évoquer, on va dire qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est tout à fait le contraire de tout ce qu'il vient d'énoncer. Il dit dans une première partie que le député, c'est le représentant légitime du peuple. Autrement dit, nous devrons observer, si l'on voit le député dans l'exercice de ses fonctions, qu'il puisse y avoir, si vous voulez, une certaine identification, que le peuple puisse s'identifier du député. Aujourd'hui, chose qui n'est pas le cas de façon générale en Afrique et en particulier au Mali. Si vous voulez, juste pour la petite histoire, on a constaté que rien que sur les 3-4 dernières années, on a constaté qu'il y a, si vous voulez, une augmentation des dépenses publiques. Autrement dit, le budget national qui a été voté à l'Assemblée nationale en 2014, c'était de l'ordre de 1300 milliards et quelques de francs CFA. En 2015, c'était 1400 et quelques milliards de francs CFA. En 2016, nous sommes passés à 1700 milliards de francs CFA. En 2017, le budget s'est étalé à 2028 milliards de francs CFA. Pourtant à côté de cela, nous pouvons constater que les situations sociales ne sont pas aussi améliorées. Autrement dit, la pauvreté à un niveau aujourd'hui exécrable. Plus de la moitié de la population malienne est pauvre. Il y a plus de 2 millions et quelques Maliens qui sont menacés de faim. Aujourd'hui au Mali, nous constatons que l'éducation est à un niveau qui n'est pas tout à fait acceptable. Alors on se demande c'est quoi l'intérêt alors d'augmenter les dépenses publiques, d'augmenter le budget, si ce n'est pour améliorer la situation sociale du peuple. Donc on voit que l'argent qu'on vote ne profite pas au peuple. Sinon, on n'allait pas constater qu'il y ait cette corrélation positive entre d'une part l'augmentation du budget et la situation sociale exécrable que le peuple malien vit aujourd'hui. Alors d'où va l'argent? On va dire tout simplement que l'argent est concentré entre les mains d'une minorité. C'est-à-dire, vous avez une classe politique qui, au travers le budget de fonctionnement de leur institution, au travers de leur salaire, au travers les prises en charge de leur fonctionnement, c'est eux qui bouffent la majeure partie du budget. Donc le budget qu'on vote ne profite pas au peuple. Si vous prenez l'exemple rien que sur le député, vous verrez que le budget de fonctionnement de l'Assemblée est passé de 9 milliards de francs CFA en 2014 pour s'étaler à 14 milliards de francs CFA en 2017. Encore une fois, pour vous dire que c'est nous, le peuple, d'une part, qui aujourd'hui supporte ces charges-là au profit d'une classe minoritaire qui aujourd'hui, dans l'exercice de ses fonctions, nous ne pouvons pas nous identifier à cela. Encore une fois, si nous voulons aller très loin, il a évoqué la Constitution. C'est vrai que dans la Constitution malienne, il est dit que le député ne doit travailler que 165 jours sur 365 années civiles. Vous en conviendrez avec moi que nous pouvons constater des absences des députés, même parmi ces 365 jours qui sont censés travailler aux yeux de la loi, il y a des députés qui sont absents parfois dans les sessions à l'Assemblée. Donc, on les paye pour travailler sur l'année, rien que sur quelques jours sur l'année. En plus de cela, ils prennent l'argent, mais ils ne font pas le boulot. Si nous voulons aller très loin, vous pouvez en convenir avec moi que le député aujourd'hui, encore une fois, si nous voulons accentuer sur cette question de représentativité. Récemment, en 2014, on a pu constater que l'article 37 qu'on voulait réviser au Burkina Faso pour permettre à l'ex-président Blaise Compaoré de se représenter, les députés étaient prêts à le voter. Pourtant, c'est le peuple qui est descendu dans la rue et qui a bloqué ce projet de loi-là. Également, le projet de révision constitutionnelle qui a été avorté l'année passée au Mali, nos députés étaient également prêts à le voter à majorité. C'est le peuple qui est descendu dans la rue. Donc ici, on voit qu'il y a un hiatus profond entre d'une part les aspirations du peuple et d'autre part la fonction de représentation du député qui est censé, comme a eu à l'évoquer M. Diakité, qui est censé de représenter, c'est-à-dire représenter les intérêts du peuple. Donc aujourd'hui, on voit que selon ce que la loi dit de fonction du député et de la responsabilité du député, cela n'est pas constaté dans les faits, malheureusement. C'est clair.
Alors, M. Diakité, dans l'article dont vous êtes co-auteur, vous avez parlé d'un nouveau concept, la transhumance politique. Que pouvez-vous nous dire sur ce concept? En fait, la question de la transhumance politique, ce n'est pas un concept nouveau. C'est vrai qu'on en parle très très rarement dans les médias, sinon ce n'est pas nouveau. La transhumance politique, qu'est-ce que c'est? On l'appelle aussi le nomadisme politique. Ça consiste au changement d'allégeance partisane durant un mandat parlementaire. C'est-à-dire qu'un député qui est élu sous les couleurs, je prends tout simplement un exemple, sous les couleurs de l'ADEMA, qui au cours de l'exercice de son mandat change de parti politique pour intégrer par exemple l'URD. Donc c'est ce changement d'allégeance partisane au cours du mandat parlementaire que l'on appelle effectivement la transhumance politique. D'autres disent nomadisme politique. C'est tout simplement cela. Maintenant, cette pratique que l'on peut regretter bien évidemment selon les cas, parce que d'autres le défendent également selon bien évidemment les motivations personnelles du député en question, mais compte tenu du fait que l'homme est un être complexe dont on ne peut pas cerner effectivement toute sa complexité dans sa généralité, on peut dire que les motivations qui poussent un député à changer de parti politique durant son mandat parlementaire peuvent varier d'un député à un autre. Mais quoi qu'il en soit, de façon générale, cette pratique est vue comme étant mauvaise, puisque ça va à l'encontre même des principes démocratiques. Quand on élit effectivement un député sous les couleurs d'un parti, les électeurs voudraient effectivement que le député reste fidèle, bien évidemment, à cette idéologie. Puisqu'un parti, ce n'est pas seulement qu'une couleur, c'est aussi une idéologie que l'on défend, c'est aussi un projet social que l'on défend. Donc quand un électeur vote pour un député, c'est non seulement pour le projet que le député défend, mais c'est aussi pour l'idéologie qui est derrière effectivement le parti auquel le député il appartient. Donc en ce sens, la transhumance politique est vue de façon générale comme étant une pratique qui est quand même très mauvaise. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas chez nous seulement que l'on constate effectivement ce fait. C'est une pratique qui est quand même généralisée et on peut le constater dans pas mal de pays, même si dans certains pays, il y a eu des mesures qui ont été prises dernièrement pour encadrer effectivement cette pratique et dans certains pays pour l'interdire carrément. Il n'y a que en Rwanda où l'on dit que la transhumance politique n'existe pas au Rwanda, mais c'est à vérifier. Selon nos recherches, on a pu constater qu'au Rwanda, on dit que ça n'existe pas. Mais au Maroc, ça existait jusqu'en 2011. Le Maroc a pris finalement la décision d'intégrer effectivement une disposition constitutionnelle dans la constitution marocaine de 2011 qui interdit formellement effectivement cette pratique, d'une part. Et d'autres pays également ont emboîté le pas dans ce sens-là. Mais pour le cas du Mali, on reste toujours dans la même situation. Sinon, ça existe au Mali, au Sénégal, au Burkina, en Côte d'Ivoire. On peut constater effectivement cette pratique qui est générale dans presque tous les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Mais juste pour revenir à ce que disait mon frère Khalid par rapport aux intérêts des citoyens, c'est-à-dire l'écart qui existe entre voilà, les volontés affichées du député et les volontés exprimées par la population. On peut évoquer aussi le cas de la révision du code de la famille et du statut personnel en 2009, chose qui a eu lieu au Mali même, où les députés étaient effectivement partant pour l'adoption d'une loi qui allait confirmer dans les faits l'égalité entre l'homme et la femme dans le foyer. Mais on s'est rendu compte que suite aux pressions de la rue, cette loi a été abandonnée finalement parce que la population s'y est opposée, tout simplement. Donc ça montre encore une fois de plus combien le député est ou peut être effectivement très éloigné de la volonté qui est celle du peuple, celle de sa base, celle de la population qui lui a mandaté pour
la représenter au sein du Parlement. Et ça, c'est un problème dont il faut voir, puisque c'est quelque chose qui est lié effectivement à la nature même de notre démocratie, mais aussi à la nature de notre institution. Il faut accorder aux populations un droit qui est un droit légitime, le droit de contrôle d'un député. Alors, au regard de tout ce que vous venez de dire, tous les deux, M. Damlé, quelles sont vos propositions? Moi, lorsque vous regardez, encore une fois, je reviens au budget qui sont destinés à prendre en charge le député. Vous avez, sur l'année aujourd'hui, le député coûte au peuple malien plus de 80 millions de francs CFA. Alors, lorsqu'on regarde ça et qu'on voit qu'au Mali, le Mali, dans son écrasante majorité, nous sommes un peuple qui est très pauvre. Je dis bien la pauvreté financière. Aujourd'hui, quand vous regardez ça et que vous verrez que le pauvre paysan qui, dans son champ de riz, ne mange qu'une seule fois dans la journée, en quoi est-ce que lui pourra s'identifier dans le train de vie de cet homme politique? Donc il y a un écart. Moi, je dirais tout simplement qu'il faut commencer à supprimer ces charges inutiles-là. Les indemnités, les primes de mission parfois qui sont destinées aux députés, il faut les supprimer. En les supprimant, nous pourrons effectuer des surplus budgétaires dans l'optique de leur remettre, reverser la somme dans le trésor public pour pouvoir réaliser des investissements publics, mais encore une fois, aller au-delà avec les investissements, avec la création de l'emploi, pour diminuer le taux de chômage, pour donner encore une fois l'augmentation du pouvoir d'achat au peuple malien. Mais au-delà, moi je me dis qu'il a évoqué un point qui est d'une importance assez particulière, c'est de donner la possibilité au peuple de pouvoir contrôler son député. Moi j'irai au-delà. Moi je me dis qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les systèmes parlementaires, moi je me dis pourquoi ne pas aller vers ce système-là, de sortir de ce système semi-présidentiel-là, donner beaucoup plus de pouvoir, le système parlementaire, donner beaucoup plus de pouvoir à nos députés et qui puissent aller jusqu'à interpeller le président de la République, comme on l'a vu récemment dans le cas sud-africain. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'au Mali, le président est libre de faire tout ce qu'il veut et c'est le Premier ministre qui est responsable de répondre aux questions des députés. Alors, pourquoi ne pas directement permettre aux députés d'interpeller le président de la République sur ses actions gouvernementales? Donc, moi, je propose même qu'on aille vers ce système-là qui donne beaucoup plus de responsabilités aux députés. Pour terminer avec les propositions, je me dis que, quelque part, la tragédie même de la démocratie malienne est liée au peuple du Mali. C'est-à-dire, nous n'avons pas, si je peux l'exprimer comme ça, assez de culture dans ce sens-là. Il faut que le peuple s'intéresse à la vie politique. Aujourd'hui, c'est très malheureux de voir qu'on vote pour ces personnes dont on ignore tout d'eux. En fait, le peuple vote souvent pour un député en ignorant son passé, en ignorant si par exemple il a tué des gens dans le passé, en ignorant si par exemple dans le passé il a volé l'État. Donc quelque part on se retrouve, parce que ce sont des vieilles habitudes qui ne vont jamais laisser la personne. Une fois au pouvoir, la personne va continuer à voler l'État. Donc moi je me dis que le peuple d'une part aussi doit fournir un effort d'apprentissage. Je dis d'apprentissage sur l'homme politique, d'apprentissage sur la vie de l'homme politique, d'apprentissage sur le passé de l'homme politique pour pouvoir faire face à ce genre de pièces de nos jours. Alors, M. Diakité, quelque chose à ajouter? Bon, pas trop. Je dirais tout simplement que lorsque l'on veut situer la responsabilité d'un député, dans les faits, effectivement, cela renvoie à la question de la démocratie, ça renvoie à la question de la souveraineté nationale, ça renvoie également à la question de la responsabilité des partis politiques. La responsabilité des partis politiques est surtout à souligner. Mais commençons déjà par la question de la démocratie. Nous nous retrouvons dans un pays où l'on se dit qu'on est en démocratie. C'est Abraham Lincoln qui disait que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Par contre, malheureusement, quand on constate dans les faits chez nous, on a l'impression que cette définition prend en fait le sens inverse. Pour prendre la définition qui a été donnée par Oscar Wilde, la définition qui est celle de dire que la démocratie, c'est l'oppression du peuple, pour le peuple et par le peuple. Donc, notre peuple se sent finalement oppressé dans ce système qui est dit démocratique, tout simplement parce que les aspirations du peuple ne sont pas prises en compte par ceux auxquels le peuple a donné effectivement mandat pour le représenter et exprimer sa volonté. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié à notre système de démocratie qu'il faut revoir, d'une part.
et d'autre part, la question de la souveraineté. La Constitution dit que la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce directement par voie référendaire ou indirectement par l'intermédiaire des députés. Il faudrait effectivement que cette souveraineté nationale, les députés puissent l'inculquer en eux et se rappeler de cela. C'est-à-dire que la souveraineté ne leur appartient pas. Ils ne sont là que des intermédiaires entre le peuple, voilà, et un certain nombre d'instances nationales. Donc l'expression qu'ils affichent au sein du Parlement doivent être des expressions qui doivent être surtout celles du peuple. Donc il faudrait toujours leur rappeler à l'ordre pour qu'ils puissent réfléchir, sur leurs responsabilités et refléter dans leurs décisions la volonté générale du peuple. Et en troisième lieu, la responsabilité des partis politiques aussi est à souligner. Dans le Parlement, on a l'impression que nous n'avons pas affaire avec des représentants de la nation, comme la Constitution le prévoit, mais plutôt à des représentants des partis politiques. Au sein du Parlement, tout est question d'intérêt, et pas d'intérêt du peuple, mais d'intérêt du député et de son parti. Donc quand on arrive jusqu'à quitter son parti politique pour intégrer un autre parti politique durant un mandat parlementaire, on se rend compte que l'intérêt du peuple est relégué au dernier plan. Donc à ce niveau, il faut encadrer effectivement cette pratique, faire en sorte que notre jeune démocratie, moi je l'appelle ainsi, notre jeune démocratie puisse être un exemple dans la sous-région et pourquoi pas dans le monde entier. Alors, nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Un message Un message, tout simplement, je dirais que, encore une fois, on ne peut que demander au peuple, puisque, comme on le sait, c'est le peuple qui élit ces députés-là, ou le président même. Donc, à l'approche des échéances électorales qui vont venir certainement très bientôt, il faudrait que chaque peuple sache effectivement que le vote qu'il va exprimer, c'est en fait un vote plutôt qui sera chargé en fait en termes de responsabilité. Donc cette décision soit en fait une décision indépendante qui engage la personne et qu'il sache que cette décision n'engage pas seulement que lui, mais toute la nation tout entière. Donc les élections à venir doivent être une opportunité pour nous et pour nos concitoyens de revoir effectivement leur modalité d'élection des candidats, comme ça a été le cas par le passé, et essayer de voir ce qu'ils peuvent faire cette fois-ci pour que le choix qu'ils font puisse être un bon choix, pour que ceux qui seront élus puissent au moins répondre aux aspirations de nos concitoyens. Il est fait. Alors, M. Damele. Non, moi je dirais tout simplement que ce sont des problématiques aujourd'hui qui méritent débat et discussion. La responsabilité du député face à la vie de la nation doit être débattue. En fait. Donc je me dis que ce sont des questions, comme il l'a évoqué, qu'on doit essayer de faire baisser dans les urnes. En fait, on doit demander à nos candidats à l'élection présidentielle, par exemple en 2018, de nous faire des propositions concrètes qui vont dans ce sens-là. Dans le sens de développement, dans le sens de réduction de la pauvreté, mais également dans le sens de beaucoup plus responsabiliser le député dans l'exercice de ses fonctions et fonder nos critères de vote, bien évidemment, sur ces critères objectifs. Donc, je me dis que c'est encore une fois à la responsabilité du peuple de se dire que nous sommes dans cette situation-là parce que ce peuple veut qu'on le soigne, tout simplement. Donc, nous serons maîtres de notre destin et je me dis qu'avec le temps, nous finirons par y arriver. Inch'Allah. Alors, ici prend fin notre entretien du jour. Je le rappelle, nous étions avec Balan Diakité, politologue chercheur, et aussi avec Khalid Baba Damele, économiste chercheur au CRAPES. Alors, ici prend fin notre entretien du jour. Je le rappelle, nous étions avec Balan Diakité, politologue chercheur au CRAPES, mais également avec Khalid Baba Damele, économiste chercheur au CRAPES. Donc à la prochaine pour un second entretien. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt sur la toile. Merci.